Bon, vous pourrez applaudir à la fin plutôt. Merci aux techniciens, aux interprètes. Bon, j'ai ajouté quelques transparents supplémentaires pour que vous ne vous endormiez pas et je vous ferai savoir quand j'y parviendrai. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici à vos côtés. Alors, ce qui serait super, c'est de savoir à qui je m'adresse. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, il faut bien parler dans le micro pour que les interprètes entendent. C'est parfait comme ça, oui. Alors, donc, j'ai bien sûr des transparents à présenter, mais j'ai 1 heure et je pense qu'il serait plus intéressant de passer très rapidement en revue ces transparents et puis d'engager la conversation avec vous, savoir ce que les parents, les adolescents en pensent. Alors, dans un premier temps, je voudrais savoir à qui je m'adresse, donc, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, levez la main si vous travaillez en face à face avec des patients. Levez la main si vous travaillez avec des familles en face à face ou une application quelle qu'elle soit. Merci. Je vais parler des interventions précoces et je vais aussi parler de l'importance des parents. Dans mon domaine, on passe beaucoup de temps à parler de la drogue. De quoi s'agit-il? Quel type de drogue? Combien de temps la prend-on? Le patient est-il plus sensible? Etc. Ce sont toutes des questions que l'on se pose. Ensuite, bien souvent, on parle de l'individu. Quelles sont ses conditions sociales? La personne souffre-t-elle de dépression? Quels facteurs génétiques peuvent être à l'œuvre? Et parfois, on parle également du contexte. Où vivent ces personnes? Quelles sont leurs circonstances? Quels sont les traumatismes? Qu'est-ce qui a fait qu'elles ont consommé des drogues? Et d'après moi, ce que l'on ne prend pas suffisamment en considération, c'est le contexte familial. Et bien souvent, tout particulièrement pour les plus jeunes, on ne pense pas toujours aux parents. Et pourquoi j'en suis venu à penser aux parents? Je vais vous expliquer. En fait, nombre de mes patients sont de jeunes adultes. Je me concentre dans les drogues de discothèque, des substances qui ne cessent d'évoluer. Donc nombre de mes patients sont donc des jeunes. Et ça fait des années que j'en rencontre. Ce que j'ai remarqué, c'est que les parents de ces patients n'arrêtaient pas de me poser la même question. Est-ce que je peux empêcher mon enfant de prendre de la drogue? Dois-je lui parler de la drogue? Est-ce que ça les encouragerait à en consommer si j'en parlais? Et si je dois leur parler, quand? Est-ce que je dois faire passer un test de dépistage de drogue à mon enfant? C'est une question que j'entends assez fréquemment. Dois-je les tester? Comment parler de la drogue si je n'y connais rien moi-même personnellement? Ce sont des questions qui surviennent fréquemment. Les parents sont en fait une ressource sous-exploitée pour aider un jeune qui a des problèmes de drogue. Bien souvent, on en fait fi, on ne les prend pas en considération, on dit que le patient doit avoir de la place pour pouvoir s'exprimer et on exclut généralement les parents. On ne pense qu'aux jeunes. C'est important, évidemment. Ce jeune doit avoir un espace protégé. Mais peut-être que l'on penche trop d'un côté, on oublie parfois l'importance, l'influence des parents. Autre raison pour laquelle je me suis intéressé à cette question, le Collège royal des psychiatres au Royaume-Uni m'a demandé de rédiger un livre. Ils m'ont dit, bon, vous y connaissez bien en termes de drogue, les parents aussi. Pourriez-vous écrire un livre pour les parents, mais aussi pour le personnel médical, pour savoir comment impliquer les patients dans le traitement? Bon, très bien. Mais que faudrait-il dire? Que faudrait-il écrire dans un tel livre? Qu'est-ce qui importe? En effet, tous nos patients, tous nos clients sont différents. Tous les parents sont différents. Ils ont des problèmes différents,
divers défis à relever. Alors pour moi, ça a été vraiment difficile de décider ce qu'il fallait écrire dans ce livre. Le voici, Drug Conversation. Et ce qu'il fallait mettre, je me suis dit que c'était des informations de bonne qualité, accessibles sur les drogues, sur les problèmes de drogue et ce qui rendait les jeunes si vulnérables à ces drogues. Donc, il fallait aussi répondre aux questions des parents. Toutes ces questions que l'on me pose depuis des années, je me suis dit qu'il fallait que j'y apporte une réponse. Parfois, les livres peuvent être arides s'ils sont trop théoriques. Donc, j'ai décidé d'inclure des exemples anonymisés, va sans dire, de mon expérience personnelle. Je voulais également y inclure une section expliquant comment les parents et les enfants pouvaient parler des drogues ensemble. Et pas uniquement en cas de problème, plutôt avant la survenue du problème. En effet, selon moi, parler tôt avec les enfants, avant que le problème ne survienne, peut éviter que le problème n'arrive. J'y reviendrai d'ailleurs. Pourquoi faut-il encourager les parents à parler des drogues? Ouais, parce que l'opinion des parents importe pour les enfants. La communication est essentielle. Et on sait également que l'information influence les choix. Bien entendu, dans le domaine des drogues, quand on sait ce que les jeunes en pensent, ce que l'on leur dit, il y a énormément de désinformation. On obtient de mauvaises informations sur les drogues en consultant l'internet, auprès des amis, etc. Et donc, il faut que que l'on fournisse, nous, des informations précises pour un petit peu rectifier le tir. Généralement, on me dit, bon, à quoi bon? À quoi bon parler de ça avec nos enfants? De toute façon, ils ne nous écoutent pas. Bon, voyons un petit peu les recherches. Voilà où les 15-24 ans cherchent leurs informations sur les drogues. Alors, le numéro 1, l'Internet, ce n'est peut-être pas surprenant d'ailleurs. Ensuite, un ami. Puis, on obtient des informations auprès d'un professionnel de la santé, mais pas très loin derrière, dans le peloton, c'est les parents ou un proche. Et donc, je voulais remettre un peu en question ce mythe selon lequel les parents ne comptent pas parce que les enfants ne les écouteraient pas. Non, c'est faux. Après tout, on voit bien là, les enfants écoutent leurs parents. Alors, pour aider un parent à discuter avec leur enfant, quelles sont les pratiques à conseiller et les autres à déconseiller dans le cadre de cette conversation? Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir si vous êtes d'accord. Alors, je pense qu'il ne faut pas que ça soit fait en un seul coup, au cours d'une seule conversation. Deuxièmement, il faut préparer votre enfant, lui dire que l'on va parler de cette question. Il faut se demander si les deux parents doivent être là, si un seul des parents doit en parler. Parce que parfois, c'est un peu intimidant d'avoir les deux parents ensemble en parlant de ce problème. En cas de divorce, qui est le mieux placé pour parler de ce thème avec son enfant? Être très clair sur les tenants et les aboutissants de la conversation. Après 30 secondes, bien souvent les parents prennent peur et commencent à aborder d'autres sujets. Il est bien plus facile d'aborder des thèmes plus consensuels. Il faut être cohérent, c'est important, être calme, écouter, ne pas être accusateur. Et ces discussions peuvent être assez difficiles, tout particulièrement avec les jeunes de 15 à 18 ans. Et c'est certain qu'ils vont se replier si on les accuse, ils y seront très sensibles. Et il ne faut pas que cela soit un interrogatoire. Non, l'objectif n'est pas de savoir ce que les enfants font, l'objectif est de communiquer et de donner des informations de qualité. Alors, ne dites
pas que vous n'y connaissez rien ou que vous ne connaissez tout, justement. Ne dites pas « Ah, moi, quand j'étais jeune, je prenais beaucoup de drogue, je sais tout en la matière. » Parce que de toute façon, ça évolue tellement rapidement qu'ils n'y connaissent plus rien. Donc, à l'autre extrême, il y a certaines personnes qui n'ont jamais consommé de drogue. Ah, moi, je n'y ai jamais touché, voilà, c'est atroce, il ne faut pas toucher à ça, etc. La réponse très facile de l'enfant, alors pourquoi m'en parles-tu puisque tu n'y connais rien? Voilà. Il faut transmettre des informations, c'est important. Si vous ne savez pas où obtenir des informations, dans mon livre, j'ai repris énormément de sources où vous pouvez réorienter vers des informations intéressantes. Il est très bon de fournir plusieurs sources à votre enfant pour qu'il puisse accéder à diverses sources d'informations. N'oubliez pas l'alcool. Alors évidemment, le livre porte sur les drogues, mais l'alcool, c'est encore plus fréquent. Mais les parents, généralement, ont plus l'habitude de parler de ça. N'oubliez pas de laisser du temps aux questions. Préparez-vous aux questions les plus épineuses. Alors, quelles seront les questions, d'après vous? Ah ben oui, voilà, maman, papa, est-ce que tu as pris des drogues? Bon, il faut s'y préparer. Il ne faut certainement pas répondre comme l'orateur le fait maintenant. Laissez la porte ouverte pour reprendre le sujet par la suite et ensuite finir par un complément. Ce sont des conversations extrêmement difficiles. Et peu importe comment ça s'est passé, il faut finir sur une note positive. Un peu comme quand on parle du sexe. C'est très embarrassant pour les deux parties. Pourtant, c'est très important. Et il faut passer par là, c'est important. Alors, quand faut-il envisager de parler de ces thèmes? À mon sens, il vaut mieux en parler avant que l'enfant ne soit exposé aux drogues ou aux personnes qui consomment de la drogue. Donc, selon moi, c'est de 10 à 12 ans. Et pour moi, c'est le moment idéal. Bon, évidemment, ça dépend aussi de la maturité de l'enfant. Si l'enfant est très peu mûr, il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps. S'il est très mûr, il faut y aller. 10, 12 ans, c'est à ce moment-là, généralement, qu'on en entend parler dans la cour de récréation. Et à mon sens, c'est vraiment le bon moment pour commencer à parler de cette question. Donc, comme je l'ai dit au début, il y a des questions fréquentes que l'on me pose et je les ai compilées et j'ai évoqué les sources de preuves en la matière. Première question, est-il normal que les adolescents prennent de la drogue? Est-ce que c'est un rite de passage? Est-ce que tous les adolescents vont tenter de passer par là, vont faire l'expérience? Faut-il l'accepter? Faut-il ne pas s'en inquiéter? Bon, on va regarder ce que les données que l'on a nous indiquent. Dans le monde, entre 15 et 64 ans, combien de personnes, selon vous, ont tenté une drogue illicite au cours des dernières années? 1 sur combien? Allez. 1 sur 100? 1 sur 10? Qui dit mieux? 1 sur 15? Donc les adultes de 15 à 64 ans. 1 sur 4? 1 sur 6? 1 sur 2? 1 sur 20. Bon, je sais pas où vous vivez, ça n'a pas l'air recommandable, mais bon. Moi, c'est peut-être Bruxelles, hein, après tout. Je vais vous donner les données du Royaume-Uni, parce que j'en ai pas pour la Belgique. Bon, au Royaume-Uni, donc dans le monde, 1 sur 20. Au Royaume-Uni, 1 sur combien d'après vous? On adore la drogue au Royaume-Uni. Bon, voilà, ça vous donne une idée. 1 sur combien? 1 sur 10? 1 sur 12. Ça, c'est pour les adultes. Bon, voyons maintenant les plus jeunes. 16-24 au Royaume-Uni. 1 sur 3. 1 sur 6 ou 1 sur 5.
1 sur 5 jeunes de cet âge a tenté de la drogue à cette époque-là de sa vie. Au Royaume-Uni, un projet de recherche établi, Monitoring the Future, sur les jeunes âgés de 15 ans. 1 sur combien, d'après vous? 1 sur 3. Bravo. Alors, quand commence-t-on à prendre de la drogue? Ça, c'est intéressant. Les deux transparents suivants montrent que certaines drogues sont plus populaires à certains âges que d'autres. Alors, donc c'est 11, 12, 13, 14 et 15 ans. En noir, les substances volatiles, par exemple la colle, elle est en gris, c'est le cannabis. On voit un pic du noir à 13 ans et puis ça descend. Ça, c'est généralement la première drogue que l'on prend. Ah, on sniffe un peu de colle vers 13-14 ans. Et puis, on voit une hausse considérable de la consommation de cannabis. À 13 ans, personne. À 14, ça augmente. Et à 15 ans, eh bien là, vous connaissez au moins quelqu'un dans votre entourage qui a tenté. Si on continue à avancer, donc 16 à 19, 20, 24, 25, 29, tous les 5 ans, hein, donc 30, 34, 35, 44, jusque 60 ans. Hein, donc. Et ça, c'est différent. Donc, pour le noir, la cocaïne, en gris, gris pâle, ecstasy, et gris plus foncé, cannabis. On voit qu'il y a un pic de consommation du cannabis à la fin de l'adolescence. Et puis, pour l'ecstasy, c'est à la fin jusque 25 ans. Et puis, la cocaïne, de 25 à 29. Et donc on voit qu'il y a vraiment une différence dans les pics et c'est important de prendre ces éléments en considération quand on parle des drogues parce que la consommation diffère en fonction de l'âge. La réaction au traitement. Selon moi, ce transparent est vraiment fascinant. Quand on prend la réussite du traitement des moins de 18 ans, dans la plupart des programmes, 80%, plus ou moins. La réussite du traitement après 18 ans, 30%. Alors on peut aborder ces données de manière différente, parce que les deux groupes consomment des drogues bien différentes. Donc au début, les plus jeunes consomment plus de cannabis et les plus vieux de l'héroïne. Ce sont des drogues différentes. Mais, à mes yeux, il y a une donnée très importante quant à la différence de résultats dans le traitement entre les plus jeunes et les plus vieux. Plus longtemps vous consommez de la drogue, plus les dégâts seront grands pour la fonction cognitive. Et donc vous êtes peut-être moins ouvert aux bénéfices des traitements. Voilà ce que je retire donc de ce transparent. L'intervention précoce est essentielle. Si l'on traite plus tôt, la réussite augmente. Alors bien souvent, autre question, on me demande comment je peux faire pour savoir si mon enfant consomme de la drogue. Bon, vous ne pourrez pas lire ce transparent, je peux vous le transférer si vous voulez. Bon. Alors d'un côté on voit les signes de la puberté et de l'autre côté c'est les signes potentiels de consommation de drogue. Donc c'est assez similaire en fait, c'est ça qui est frappant. On voit un grand chevauchement dans les types de comportements que l'on voit chez les adolescents. Et chez ceux qui consomment de la drogue à l'adolescence. Partant, il est très difficile de démêler les chevaux. Donc, ici, on remarque des données scientifiques sur les drogues, par exemple, des marques d'ingestion, de problèmes au nez,
ce sont des indicateurs. Il y a des indices psychologiques aussi. Si votre enfant a des comportements imprévisibles, s'il brûle, s'il se coupe, etc. C'est des comportements peut-être un peu extrêmes pour des adolescents. Et puis les changements sociaux aussi. On voit que l'enfant vole, par exemple, qu'il a trop d'argent, pas assez d'argent, qu'il parle de la drogue sur les réseaux sociaux. Souvent, les parents disent « j'ai très peur parce que mon enfant a un poster de Bob Marley ». Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils achètent du cannabis? Est-ce que ça veut dire qu'ils adorent le reggae? Pas facile de répondre. Mais ça permet aux parents de se poser des questions, de réfléchir à la question. Autre question. Et qu'en est-il des nouvelles drogues? Je ne les connais pas du tout. Bien souvent, les parents me disent « Bon, le cannabis, ça, je connais un peu, ça existait déjà quand j'étais plus jeune. Mais là, ces nouvelles drogues légales, cette ecstasy, franchement, je n'y connais rien. » Alors, on pourrait, pour aider les parents, répertorier les drogues dans 2 ou 3 groupes. Le premier, le voici, les drogues classiques, traditionnelles. La plupart des parents en auront entendu parler, l'héroïne, la cocaïne, le crack, le cannabis, l'alcool, etc. Autres drogues, les drogues de discothèque, la kétamine, GBL, la méphedrone, la méthamphétamine et d'autres. Et puis ce groupe en évolution effrénée qui arrivent et disparaissent du marché très rapidement et qui posent des problèmes considérables au Royaume-Uni, les nouvelles substances psychoactives. Et en fait, on pourrait les regrouper dans un même groupe en disant que c'est une tendance émergente. Bon, je dispose des données au Royaume-Uni en fait, mais je voudrais vous montrer le nombre de personnes qui est traité pour une assuétude à la drogue en dessous de 25 ans. Tout en haut, l'héroïne, principalement. Ensuite, héroïne, crack, cocaïne. Troisième ligne, cocaïne, crack. Donc c'est de 2010 à 2015, sur 5 ans. Ce qui ressort vraiment, c'est que ça diminue. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Moins de jeunes consomment d'héroïne, moins de jeunes ont donc des problèmes à cause de l'héroïne, et donc moins de jeunes doivent être traités à cause de l'héroïne. Ce n'est plus à la mode, tout simplement. En tout cas au Royaume-Uni. On remarque donc que le nombre de personnes qui a une consommation problématique d'héroïne chez les moins de 25 ans a diminué de moitié. C'est une bonne nouvelle. Cependant, il y a bien des exceptions. Voyons les données de traitement de 2010 à 2015. Désolé, c'est encore pour le Royaume-Uni. On remarque que l'ecstasy, voilà, la kétamine, et celle-ci va vraiment à l'inverse. C'est une nouvelle substance, ce sont les nouvelles substances psychoactives. Et on appelait ça les legal highs au Royaume-Uni, donc les drogues légales, des drogues que l'on peut acheter sur Internet, que l'on retrouve parfois. Donc en fait, c'est des versions synthétiques de drogues traditionnelles. Et voilà le résultat, ces nouvelles drogues. Ça, ce sont des données pour l'Europe. Les nouvelles drogues que le MCDA, un organe européen, qui a détecté chaque année ces drogues. Donc dans les années 2000, 2005, 6, 7, bon, il y en avait une dizaine chaque année qui trouvaient leur niche sur le marché européen. Et puis en 2010, on constate une explosion considérable d'année après année, avec un pic en 2014 avec 101 nouvelles substances psychoactives sur le marché européen. Donc ça fait 2 nouvelles substances par semaine, c'est énorme. Bon, ça a l'air de diminuer un peu avec la stabilisation du marché, mais cet organe suit à présent 620 nouvelles substances psychoactives. C'est un défi pour moi en tant que clinicien.
Parce que pendant toute ma carrière, je me suis dit, il faut que je m'y connaisse dans 3-4 drogues, cocaïne, héroïne, alcool, cannabis, etc. C'est tout. Mais maintenant, je me retrouve avec 620 nouvelles substances sur les bras. Et c'est un défi. Parce qu'on ne les comprend pas bien. On ne sait pas les dégâts qu'elles occasionnent. On ne sait pas comment elles sont utilisées. Mais bien évidemment, on ne peut pas connaître 600 drogues au total, c'est impossible. Donc au lieu de cela, que devons-nous savoir? Eh bien, on doit avoir une connaissance plus large de des effets de ces drogues. Et pour ce faire, il n'y a finalement que 3 grands effets psychoactifs: stimulants, sédatifs, ou qui justement modifient la nature. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une case violette, les cannabinoïdes synthétiques. Je ne sais pas comment on l'appelle en Belgique. Est-ce que vous avez des cannabinoïdes synthétiques? Comment est-ce que c'est appelé? Les épices, comment est-ce qu'on appelle ça? D'accord, merci. Donc, eux doivent avoir leur propre case, puisqu'ils sont tellement diversifiés d'un point de vue chimique et leurs effets psychoactifs sont tellement diversifiés et variés qu'ils pourraient en fait contenir les autres effets des 3 autres groupes à eux tous seuls. Et ici, voilà quelques drogues, quelques-unes des drogues qui font partie de ces 3 différents groupes, ou 4 groupes plutôt. Alors, j'ai déjà parlé des tests. Et beaucoup de parents sont très friands de ces tests. Eh bien, ils ont le sentiment que ça leur donne le contrôle, que ça permet un petit peu d'établir justement, de négocier un petit peu et de mieux avoir la mainmise sur le problème. Mais justement, le problème, c'est que beaucoup de ces nouvelles drogues n'apparaissent pas dans des tests standards. Ça, ce sont des tests qui fonctionnent pour le cannabis, la cocaïne. Ils fonctionnent très bien pour l'héroïne également, mais ils sont complètement inutiles pour ces 600 nouvelles drogues. Clairement, ils ne vous seront d'aucune utilité. Et c'est un défi pour les parents, bien évidemment, qui ont le sentiment qu'ils peuvent justement un petit peu faire tester leurs enfants. Et ils ne peuvent pas avec ces drogues-là. Autre question que l'on me pose souvent: quand est-ce que je dois amener voir mon enfant pour consulter? Quand est-ce que je dois l'amener voir un spécialiste? Est-ce que ce problème est suffisamment grand finalement pour aller chercher de l'aide? L'enfant va dire: non mais maman, merci, je n'ai pas besoin d'aide, il n'y a aucun problème, tout le monde fait la même chose, moi je fais comme mes amis et il n'y a pas de problème. Et mais le parent dit: bon, mais attends un petit peu, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que ce n'est pas un problème? Donc, ce sont justement des réponses que je donne aux parents et ce sont des arguments qui, effectivement, doivent les pousser à consulter. Certains sont évidents. L'injection, bien évidemment, si l'enfant s'injecte ce pic, évidemment, il y a un problème. Les drogues de classe A, en fait, la cocaïne, l'héroïne, c'est un terme que l'on utilise au Royaume-Uni. Pour ces addictions-là, oui, il y a besoin de l'aide d'un spécialiste. Si l'enfant, 3e point, le demande également, parfois, des enfants veulent modifier leur comportement, ont besoin d'aide, mais se sentent un petit peu coincés. Ça peut être un système à l'école, ils subissent la pression de leurs amis, il y a une pression sociale, ils sont un peu intimidés. Des pensées suicidaires ou des problèmes d'automutilation, par exemple. La psychose, là aussi, un enfant qui montre des signes de psychose, on doit l'emmener voir un spécialiste. Des prises de risques extrêmes, sexuelles, la conduite, la violence physique également. Je veux dire que je suis toujours très surpris du niveau de violence que les parents ont tendance à supporter et à accepter de la part de leurs enfants. Je suis sûre que vous avez vous-même des histoires choquantes, des parents qui ont toléré finalement des comportements extrêmement violents de la part de leurs enfants parce qu'ils sont tout simplement paralysés. Ils ne savent pas comment faire face à cette situation. Des problèmes mentaux déjà existants, si l'enfant a déjà été diagnostiqué avec un problème de dépression par exemple, des problèmes dans le passé, et s'il s'agit d'un problème récurrent, c'est la 2e fois que ça se produit par exemple, eh bien là je pense que ça peut être le moment d'aller consulter. Au point suivant, eh bien une génétique, je dirais une histoire familiale.
importante. Point suivant, les parents ne sont pas capables de communiquer avec leur enfant. Dans certaines familles, on se trouve dans une situation dans laquelle les parents et les enfants ne communiquent pas du tout. Le discours est complètement, la communication est complètement brisée. Ils n'arrivent même pas à avoir des communications basiques. Une détérioration très rapide du fonctionnement académique, social et émotif. Je pense que là aussi, c'est une bonne raison d'aller consulter. Alors, est-ce que je suis finalement capable de résumer un petit peu ce que je viens de vous expliquer au cours de la dernière demi-heure? Moi, je pense que les parents sont une ressource qui est sous-utilisée dans l'aide aux jeunes pour faire face aux problèmes de drogue. Je pense que des conversations très tôt, anticipées, permettront de déstigmatiser la question des drogues et pourraient même prévenir des problèmes ultérieurs en justement donnant des outils pour que les jeunes puissent mieux les gérer. Si les drogues sont un problème, la plupart des parents sont bien tout à fait désespérés. Ils ont vraiment besoin d'aide, mais très souvent, ils ont beaucoup de mal à savoir quoi faire et où se rendre. Et très souvent, ils n'arrivent pas vraiment à poser la question. Dernier point, je pense que la prévention et une intervention anticipée en adolescence sont préférables. À l'heure actuelle, on a tendance à concentrer nos ressources sur les personnes qui ont déjà un problème de drogue avéré. On a tendance à attendre qu'une personne ait utilisé et consommé de l'héroïne pendant X années avant de venir consulter, avant de commencer un traitement. Donc on attend que le problème soit déjà bien enraciné et ensuite on essaie de le résoudre. Et je pense qu'il faudra avoir un modèle d'intervention anticipé, beaucoup plus précoce, qui est déjà bien établi pour d'autres maladies et pour d'autres problèmes mentaux, pour l'asthme, le diabète. On observe toutes les conditions médicales de la personne et c'est quelque chose qui fait partie du traitement. Mais je pense que pour ce qui est de lassitude et bien l'addiction aux drogues, ce n'est pas encore le cas et il faudrait aborder le problème de façon beaucoup plus précoce. Alors, je vais m'arrêter ici puisqu'il y a énormément d'expertise disponible dans cette salle et je préférais de loin avoir une discussion et parler, un petit peu, échanger un petit peu plus avec vous. Voilà, je vais donc m'arrêter ici et nous allons pouvoir commencer notre discussion. Alors, qui aurait des commentaires ou des questions sur ce que je viens de vous présenter? Là, vous pouvez lever la main, poser des questions. Bonjour, merci beaucoup. Philippe Cavreau, un psychologue du groupe Promise. Je gère donc le programme français d'une des cliniques. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit en vous écoutant, et peut-être quelque chose que j'ajouterai. Les parents ont besoin d'aide eux-mêmes avant de pouvoir aider leurs propres enfants. Les parents dont les enfants souffrent de cette addiction sont eux-mêmes en difficulté et je pense que pour pouvoir réaliser leur fonction parentale, ils ont aussi besoin d'un soutien. Ouais. Tout à fait d'accord. Oui, le fait est que les parents eux-mêmes ont besoin d'une approche thérapeutique. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, 100%. Oui, je vous en prie. Bonjour, Mimi Lefebvre du groupe Promise. Je suis ici avec mon mari qui est donc... nous avons 2 filles qui sont encore assez jeunes pour l'instant. Elles ont 11 ans et 7 ans, pardon. Désolée. Oui, 11 ans et 7 ans. Et je pense que pour l'instant, ça va. Je les observe beaucoup en raison de la situation passée de mon mari. Moi, je ne suis pas addict, mais ma question est s'il venait un jour à se passer quoi que ce soit, je ne pense pas que ce serait agréable pour moi d'aller voir papa et de lui dire, écoute, je pense que tu dois parler à notre fille. Est-ce que je dois me rendre dans une autre clinique? Est-ce que je dois aller parler à mes collègues?
collègues, puisque c'est vrai que, bon, moi je suis assez stricte et je n'ai pas beaucoup de patience à la matière. Alors, un aspect qui est très important, en tant que parent, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas professionnel, vous n'êtes pas thérapeute, vous n'êtes même pas, je dirais non plus, une personne qui est là parce qu'elle a consommé des drogues. Non, vous êtes là en tant que parent et c'est un rôle très spécifique. Clairement défini. Au meilleur sera votre communication, au plus ils seront susceptibles de venir vous voir s'ils ont un problème. Donc, il faut ouvrir les canaux de la communication. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Je pense que c'est essentiel. Pour anticiper un peu l'avenir. Alors pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, honnêtement, ils vont inévitablement être exposés aux drogues. C'est impossible. Peut-être qu'elles ne seront pas bien devant eux sur la table, mais il y aura des personnes qui vont parler de drogue, il y en aura dans les films. C'est impossible. Impossible qu'ils passent à côté. Et il y a aussi beaucoup d'informations erronées qui sont partagées sur ce point. Donc tout ce que vous pouvez leur communiquer pour les orienter vers des informations correctes, pour un petit peu contrebalancer tout ce qu'ils entendent à droite à gauche, sera positif. Puisqu'au bout du compte, vos enfants... Eh bien, clairement, à un moment donné, on va leur proposer des drogues et eux vont devoir prendre une décision. Est-ce que je souhaite le faire ou pas? Est-ce que je souhaite en prendre ou pas? Et la décision va se baser peut-être sur leur code moral, sur leurs valeurs, sur leur résistance, sur leur estime personnelle, s'ils savent ou pas ce qu'ils veulent pour de bon. Mais ce qu'ils veulent aussi, c'est avoir de l'information sur les risques potentiels. Donc, je pense que un parent ne doit pas dire « Oh là là, surtout ne prends jamais d'ecstasy, ça tue les gens ». Non, puisque votre enfant autour de vous va voir beaucoup de gens qui prennent de l'ecstasy et qui ne meurent pas pour autant. Donc je pense que c'est une approche beaucoup plus complexe. Il faut dire certaines de ces drogues peuvent être très nocives. Cela peut augmenter les risques. Et ensuite, finalement, c'est à l'enfant de prendre cette décision. Si, par exemple, il y a, je dirais, des antécédents dans la famille, s'il y a une personne qui a eu un problème d'addiction, ça, c'est important que votre enfant le sache, puisque ça augmente leur risque s'ils choisissent d'utiliser de consommer ce genre de substances. Donc ça, c'est important. Le risque pour ces enfants-là n'est pas le même que pour des enfants qui n'ont aucun antécédent en la matière. Et je pense qu'il faut avoir ces conversations honnêtes. Il faut choisir l'âge. Évidemment, 11 ans, c'est trop tôt. Mais à 15 ans, peut-être que oui, ce serait très important d'avoir une conversation franche sur les risques individuels de cet enfant en particulier. Oui. Merci. Je m'appelle Kasha. Moi, je suis donc médecin ici, famille ici à Bruxelles. Dans le passé, j'ai travaillé dans un service d'addiction aux drogues au Royaume-Uni. Et mon approche est toujours aussi d'essayer de réduire les effets nocifs et réduire les dommages, entre guillemets. Donc, comment mettre en place ces conseils? Bien évidemment, lorsqu'on est parent, on parle des risques, de se protéger, des personnes avec qui on consomme. Il faut être avec une personne qui connaît, il pourrait, oui, je pourrais en parler pendant longtemps, mais l'idée est vraiment que c'est très dur pour moi, en tout cas, en tant que médecin, de dire aux parents que, finalement, ils ne comprennent pas toujours cet aspect-là. Et quand est-ce que finalement on peut leur donner ce conseil et comment le faire? Oui, très bonne question et question très difficile d'ailleurs. Le premier point, c'est essayer de rien imposer aux parents, je dirais. Leurs parents ont leur propre avis. Certains vont être tellement anti-drogue que le concept de réduction des risques et des dangers, finalement, ça ne leur dit rien du tout. Non, ils disent, moi, ce n'est pas que je ne veux même pas que mon enfant utilise des drogues et consomme des drogues dans des conditions plus sûres. Je veux pas qu'il en utilise, pas qu'il en consomme. Et d'autres diront, je suis conscient que cela peut arriver, ça ne me plaît pas, mais s'il devait le faire, je préfère, bien évidemment, qu'il en consomme dans des conditions sûres et qu'il soit mieux protégé. Donc c'est à nous de juger le niveau d'acceptation des parents. Avec le premier groupe de parents, ceux qui sont tout à fait stricts et qui campent sur leur position et qui refuseront cela, c'est assez dur d'avoir ce genre d'échange et de conversation.
On peut bien évidemment leur dire, voilà, il faut s'assurer, ça ce sont les éléments dont il faut s'assurer pour avoir une consommation moins dangereuse, mais certains parents ne veulent pas entendre ça, ils n'accepteront pas ce message. Et là, eh bien, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est dire, bon, je vais essayer d'aller le plus loin possible avec ces parents-là, mais je dois aussi travailler avec ceux qu'ils sont prêts à accepter. Ces conversations peuvent être très difficiles, très sensibles, mais très riches aussi parfois. Et on en revient au point qui a été mentionné tout à l'heure, le fait que les parents ont aussi besoin d'aide eux-mêmes et que très souvent, il faut avoir une conversation plus large sur le fait de soutenir quelqu'un et d'obtenir du soutien soi-même. Oui. Bonjour. Maléchez, je suis un psychiatre, je travaille à Londres et à Bruxelles. Et je me demandais, j'ai une question qui me vient à l'esprit constamment. Ici, si vous faites des évaluations pour l'ensemble de la famille, ça c'est ma première question, et lorsqu'un adolescent consomme des drogues et que la famille est ouverte et prête à en parler d'un usage sécurisé, l'une des questions, justement, qu'on me pose souvent après cela, c'est est-ce qu'il peut en consommer à la maison? Est-ce que c'est plus sûr, finalement? Est-ce que ça permet peut-être de réduire les dangers pour mon enfant? Et l'étape suivante, c'est qu'il continue à en consommer à la maison. Et combien font face pour de bon à cette question? Alors, deux questions ici. La première question porte sur la thérapie familiale. À Londres, où je travaille, nous avons lancé des thérapies de couple et des thérapies familiales et on essaie de le faire de façon bien assez précoce, très rapidement, puisqu'on se rend compte que au plus tôt on implique la famille, au meilleurs seront les résultats. Il y a des conversations très intéressantes qui portent sur finalement l'acceptation. Ce qui se fait dans une pièce reste dans cette pièce. Et bon, c'est toute une discussion. En général, on arrive à trouver un terrain d'entente. En ce qui concerne la réduction des dangers. Là, évidemment, c'est aussi un débat entre ce qui est de réduction et ce qui est finalement autorisé et fermer les yeux un petit peu. Il y a des parents qui se trouvent dans une situation dans laquelle ils autorisent complètement leur enfant. Non seulement ils les autorisent à consommer à la maison, mais en plus ils vont leur acheter eux-mêmes leur drogue. Ils choisissent, ils vont acheter les aiguilles, etc. Puisque la chose est devenue tellement hors de contrôle on en arrive là. Ce que j'essaie de voir avec les parents, finalement, c'est de définir peut-être une ligne rouge, une limite. Quelle serait votre limite à ne pas dépasser en matière de consommation? Très souvent, ils ont leurs propres limites. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à définir une limite, je leur en donne. Je fais des propositions. Souvent, je dis que, la violence, par exemple, c'est une ligne rouge. Non, pas de violence à la maison. Ça, ce n'est pas acceptable. Ça ne peut pas être toléré à la maison. En général, je dis que ce n'est pas positif qu'un enfant consomme des drogues à la maison. Mais les parents me disent oui, mais s'il ne le fait pas à la maison, il va le faire dans la rue, chez ses amis, et ça va créer des situations. Justement, ça angoisse encore plus les parents qui savent que leur enfant est susceptible de se retrouver dans la rue, etc., en train de se droguer. Mais sur base de mon expérience, on se retrouve dans des situations très complexes lorsque les parents utilisent leurs enfants à consommer des drogues à la maison. Ça devient trop compliqué puisque, en général, tous les amis débarquent et avant même de s'en être rendu compte, les parents se retrouvent un petit peu au sein de ce gang et ils perdent complètement le contrôle de la situation. Ils n'ont plus la main mise sur ce qui se passe et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils ont la police sur le pas de la porte. Et c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Donc, il faut aider certains parents déjà à prendre conscience de leurs limites, qu'ils définissent eux-mêmes. Pour moi, déjà, c'est un très bon point de départ pour cette conversation. Mais c'est très difficile et ça peut prendre beaucoup de temps, évidemment, pour que les parents arrivent à cet équilibre entre ne pas autoriser la consommation à la maison, mais aussi aider leur enfant s'ils continuent à consommer pour qu'ils le fassent dans des situations la plus sûres possible. Est-ce que ça répond à votre question? Madame parle hors micro. Oui, je pense que pour les adolescents et le cannabis, c'est très difficile. Le cannabis
c'est une drogue plus douce, entre guillemets, et très souvent, les adolescents se sentent plus en sécurité lorsqu'ils consomment à la maison, puisqu'ils n'ont pas à sortir et pour acheter, en chercher. Et bon, souvent, oui, les parents disent « je préfère qu'ils le fassent à la maison ». On voit des parents qui se plaignent et qui disent « oui, mais maintenant, ça sent le cannabis à la maison ». Bon, voilà, on se retrouve dans des situations de ce genre. Et là, effectivement, intervient la proposition d'une thérapie familiale. Et la question, c'était quand est-ce qu'on peut le faire et est-ce que ces services sont vraiment disponibles? Est-ce que c'est facile à mettre en place? Est-ce qu'il y a des services publics qui permettraient notamment d'évaluer est-ce que c'est vraiment facile pour une famille de mettre ça en place? Je pense que le point de départ, c'est que la consommation de drogue n'est pas un problème individuel. Je pense que c'est un problème familial. Et bien souvent, ça va au-delà d'ailleurs. Ce n'est pas qu'un problème familial. Mais la consommation de substances, ça ne s'arrête pas à l'individu. Pour moi, dès le départ, il faut penser à toutes les autres personnes qui font partie de la famille et qui sont au cœur de ce réseau finalement qui tourne autour de l'adolescent. Bien, je pense qu'il nous reste du temps peut-être pour une dernière question. Bonjour, Prishni. Moi, je travaille en tant que psychologue clinicienne ici à Bruxelles. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'ai juste un commentaire, c'est juste une idée que je souhaitais partager. Peut-être que, comme c'est le cas avec d'autres problèmes que l'on connaît, le problème des drogues est un symptôme finalement et peut-être que l'on doit commencer à aborder les causes de ce problème. Comme on le trouve, comme c'est le cas avec les troubles de l'alimentation, etc., eh bien parfois il est bon qu'il y ait un spécialiste qui se charge du problème d'addiction aux drogues et un autre spécialiste qui gérerait lui les causes. Comme ça, il n'y aurait pas la pression parentale qui entre en jeu lorsqu'ils viennent nous voir et disent « moi je veux que mon fils ou ma fille arrête de consommer de la drogue ». Non, il faut dire aux parents que pour gérer ce symptôme, eh bien, effectivement, il faut s'en remettre à la gestion des causes et voir ce qui emmène l'enfant, ce qui encourage l'enfant à le faire. Et souvent, lorsqu'on élimine un petit peu cette pression, ça donne du temps aux spécialistes pour travailler un petit peu plus en profondeur sur les causes. Voilà, c'est juste une idée qui pourrait être utile peut-être lorsque vous rencontrez les parents, puisque bien évidemment, en tant que parent, on est très préoccupé et on veut que l'enfant arrête tout de suite de consommer. Et donc, ça met une pression énorme sur les personnes qui viennent en aide à cet adolescent. Moi, l'approche que j'utilise avec les parents, c'est pourquoi est-ce que les personnes consomment de la drogue? Oui, vous avez raison, c'est une question essentielle. Souvent, la drogue, c'est un symptôme d'autre chose. Mais souvent, les personnes consomment des drogues psychoactives pour deux raisons. Ressentir quelque chose qu'ils ne pourraient pas ressentir autrement, des stimulants par exemple, en disant « waouh, c'est extraordinaire ». Ou les personnes consomment des drogues pour éliminer des sentiments qu'ils rejettent et qu'ils refusent. Et je pense que c'est le cas pour pratiquement toutes les drogues. On est soit dans une catégorie, soit dans l'autre. Pour les parents, souvent, c'est utile d'avoir cette vision, puisqu'ils vont au-delà de cette « oh mon Dieu, mon fils consomme des drogues ». Non, ils passent à l'étape suivante, essayer de comprendre pourquoi est-ce que leur enfant consomme. J'ai quelques doutes sur cette idée de différents spécialistes qui aborderaient différents aspects. On pourrait avoir le risque de fragmentation du traitement et que ce soit si l'adolescent ou les parents, eh bien en général, pour eux, ce qui est bénéfique, c'est d'avoir le sentiment qu'il y a une équipe. Et que cette équipe, l'ensemble de l'équipe, comprend le problème sous tous ses aspects, un petit peu les tenants, les aboutissants. Et en tant que psychiatre,
je ne me vois pas, je ne perçois pas mon rôle. Honnêtement, moi, je me vois comme quelqu'un qui va analyser le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à consommer dans un premier temps et est-ce que c'est un symptôme de stress, cette consommation de drogue, ou est-ce que finalement c'est parce que c'est quelqu'un qui voulait être high, qui voulait avoir des sensations nouvelles et qui a un petit peu perdu le contrôle. Donc, je pense qu'un bon service d'addiction aux drogues doit avoir une vision plus globale je pense que les parents se sentent plus sécurisés, plus appuyés lorsqu'ils voient qu'il y a une équipe au lieu d'aller voir le médecin de famille pour ceci, le psychologue pour cela. Voilà. Mais c'est vrai que les services sont configurés de façon très différente. Même à Londres, je vois que d'un hôpital à l'autre, ça peut changer. Donc, mais c'est une idée, en tout cas. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Et je pense que c'est vrai pour les cas sévères. Et s'il y a des personnes qui se présentent à vous, oui, je suis d'accord avec vous. À ce moment-là, le service doit être uni. Très bien, nous terminons sur un accord parfait. Nous sommes d'accord, donc c'est toujours une bonne conclusion. Oh non, vous allez briser notre entente. Oui, un dernier commentaire. Est-ce que vous allez être en désaccord? Moi, je travaille dans un centre de traitement et sur le point que vous avez mentionné, à savoir que les parents sont sous-utilisés, au sein du centre de traitement, je me rends compte que souvent les parents font partie du problème et que les enfants, les adolescents, ressentent beaucoup de haine vis-à-vis de leurs parents. Et c'est donc un moment qui nous permet de façon temporaire de mettre de côté, entre guillemets, l'un des parents, de le mettre de côté pour une certaine période, de l'écarter un petit peu. Donc, lorsque ce sont des enfants, comment est-ce que vous gérez cela? Alors, je suis d'accord avec vous, parfois il y a une dynamique très compliquée entre l'enfant et ses parents, l'enfant et un parent ou enfant entre les parents. Parfois c'est très compliqué effectivement, mais j'aime néanmoins voir les choses sous forme de système. C'est comme ça que je le vois. Et si vous éliminez quelque chose du système, vous ne faites plus face au système dans sa globalité. Et donc, sauf s'il y a effectivement, si vous établissez des limites thérapeutiques entre l'enfant et un membre précis de la famille, je pense que, en tant que personne qui gère les soins, vous devez avoir une approche holistique. Puisque si un parent, je ne sais pas, s'il y a un parent qui est très narcissique ou qui est très destructif peut-être dans sa relation avec d'autres personnes, si vous excluez ce parent du programme de traitement, oui, ok, les choses iront mieux, mais ensuite, une fois que l'enfant va rentrer chez lui, le parent sera toujours là et on va retomber dans les mêmes schémas. Donc, je pense que, c'est un travail compliqué, mais il vaut mieux impliquer tout le monde dès le début. Je pense que vous êtes plus susceptible d'obtenir de meilleurs résultats si vous abordez la question la plus dure. Oui, je m'excuse, est-ce que je peux peut-être faire un commentaire? Est-ce que nous avons encore le temps? Oui, 5 minutes, oui. Je m'excuse. Oui, j'ai besoin de votre carte d'ailleurs pour tout à l'heure pour mes filles. Mais j'aimerais juste prendre la parole pour les parents. Dans les cliniques, très souvent, ce qu'on entend, c'est que on entend de la frustration de parents, de conjoints qui contrôlent. Et ce que l'on voit, c'est que souvent les personnes qui ont essayé de gérer ça, c'est trop facile. Souvent de dire « Ah oui, mais bien évidemment, vous consommez des drogues parce que vous avez des personnes qui vous contrôlent autour de vous. » Oui, mais honnêtement, les personnes sont justement le fait qu'ils consomment. Et je pense qu'on a besoin d'un système qui soit capable d'inclure tout le monde. Et ceci le plus rapidement possible.
Je pense que la plupart des systèmes de santé mentale, eh bien, vont justement à l'encontre de cela. C'est le sentiment que j'ai. Ils se concentrent un petit peu sur cette relation un à un, une relation individuelle qui me semble tellement naïve, lorsque l'on considère plus globalement la nature du problème. Donc, peut-être que dans 20 ans, effectivement, ce sera la norme. Mais voilà, je voulais vraiment prendre un petit peu la parole au nom des parents ici, parce que, bon, ils ont un peu le mauvais dos, évidemment. Hi, I'm Devlin. Bonjour, Devlin. En fait, ce que l'on fait après les soins pour aider le patient à faire la transition de retour dans son monde réel, eh bien, on met en place une équipe qui doit absolument inclure leur famille. Évidemment, c'est ce que l'on fait et parfois, la famille s'exclut d'elle-même. Donc, ma question serait la suivante. À vous et au reste des membres qui sont ici, quelle est votre réaction lorsque c'est le cas, lorsque la famille ne souhaite pas participer? C'est très dur pour le patient, c'est très dur d'avoir une récupération bien évidemment à long terme. Eh bien, je pense que la plupart des gens dans cette pièce ont des différentes techniques d'interview. Je pense qu'il faut essayer de rompre la résistance. Si les parents ne sont pas prêts à parler de consommation de drogue ou à parler de leur enfant, eh bien, vous commencez à leur parler d'autre chose. Et vous les maintenez impliqués, même s'ils ne sont pas préparés et qu'ils ne sont pas prêts à faire ce que vous attendez d'eux, ce qui serait bien se concentrer sur le problème ici. Puisque tôt ou tard, ces unités familiales auront besoin de toute façon d'une solution. Mais c'est vrai que très souvent, si elles ne sont pas impliquées, c'est un petit peu du travail non fini. Il y a des conflits qui ne sont pas résolus et c'est le cas lorsqu'il y a une séparation au sein des familles, par exemple. Ça peut créer des problèmes sur des années. Donc, c'est beaucoup plus simple de s'assurer d'abord que les personnes sont ensemble, même si les parents ne sont peut-être pas prêts à avoir la conversation que vous souhaitiez avoir avec eux. Mais moi, je plaide vraiment pour essayer de rompre cette résistance, peut-être la contourner, les amener vers un territoire dans lequel un terrain plus sûr pour eux. Je ne sais pas, que pensent les autres? Tout le monde est d'accord, super. Merci beaucoup.